Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un dimanche en politique spécial chute du gouvernement. C'était cette semaine, censure et maintenant. C'est le thème de cette émission dont voici le sommaire. L'actualité de ces derniers jours, c'est donc 3 petits mois et puis s'en vont Michel Barnier et ses ministres, dont les 2 de la région. C'est déjà terminé, la crise politique continue. Et maintenant, quelle feuille de route pour le gouvernement suivant, sans dissolution de l'Assemblée nationale avant au moins l'été prochain, et avec quelles conséquences sur votre quotidien? Budget de l'État, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de budget de la sécurité sociale. Des questions et 3 invités sur le plateau de Dimanche en politique pour y répondre. Jimmy Bourlieu, vous êtes membre du Conseil national du Rassemblement national et délégué départemental en Gironde du parti. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Thomas Cazenave, député Ensemble pour la République de la Gironde. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise en Gironde, est également présent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À vous 3. Première partie donc de ce dimanche en politique. Le choc, parce qu'on va appeler ça comme ça, de la censure. Ma première question est pour vous, Thomas Cazenave. C'est une première depuis 1962 qu'un gouvernement est ainsi censuré. Mercredi 4 décembre, jour historique. On va parler bien évidemment longuement des coulisses de cette censure. Comment vous l'avez vécu, vous ? Vous n'avez pas voté, évidemment, vous êtes dans la majorité. Je ne l'ai pas voté et j'ai vécu ça avec gravité, je dirais. Pourquoi ? Parce que le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, ensemble, ont décidé finalement de jeter le pays dans une grande inconnue. Une inconnue politique, puisqu'ils actionnent la censure sans plan B. Sans plan B. Et puis une inconnue, on y reviendra, budgétaire, économique, générant beaucoup d'inquiétudes parmi nos concitoyens, parmi nos chefs d'entreprise, nos commerçants, nos retraités. Et je pense qu'ils portent une lourde responsabilité dans la décision qu'ils ont prise en faisant tomber ensemble le gouvernement de Michel Barnier. On va leur poser la question à tous les deux, évidemment. On va commencer par Loïc Prudhomme. C'est une décision, évidemment, mesurée, réfléchie, argumenteuse de la part de la France Insoumise, qui avait déposé la motion de censure. Vous avez pesé tout le poids de cette mesure avant de la prendre ? Oui, bien évidemment. C'est pas un choc dans la mesure où c'était, une issue inéluctable que cette motion de censure et qu'elle soit votée, dans la mesure où on avait un gouvernement qui continuait à s'acharner à présenter un budget de la sécurité sociale qui était absolument insoutenable, qui continuait à vouloir faire les poches des retraités et des Français pour finalement combler un déficit budgétaire de 60 milliards d'euros laissé par M. Thomas Cazenave et ses amis Mozart de la finance. Donc on est dans ce contexte-là et effectivement la seule réponse que nous avons quand on veut nous imposer ce budget austéritaire par 49.3, c'est ce que nous offre la Constitution, c'est une motion de censure pour dire stop, on ne peut pas continuer à cautionner cette façon de gérer le pays et de gérer les finances du pays notamment. Jimmy Bourlieu, j'ai 2 questions en une. La première, c'est le Rassemblement national qui signe et qui vote une motion de censure du nouveau Front populaire, donc un peu le grand écart idéologique. La deuxième, c'est est-ce que quelque part, c'est pas un peu, pardonnez-moi l'expression, mais le match retour du deuxième tour des législatives avec l'idée du Rassemblement national de dire il y a eu un front républicain qui nous a empêchés d'être à Matignon. Aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de censurer cette politique. Non, parce que le vrai sujet de la censure, quand on est une opposition responsable comme le Rassemblement national, c'est pas de se faire plaisir, c'est pas un caprice, c'était un devoir de protection des Français. Le budget que nous a proposé Michel Barnier était un mauvais budget. Il est le responsable numéro 1 de sa censure. Michel Barnier nous a proposé un budget qui augmentait de 40 milliards d'euros les impôts et taxes des Français, et notamment de 20 milliards d'euros les impôts sur les entreprises, alors que les plans sociaux sont tous en train de s'accumuler les uns après les autres. C'était un budget qui était irresponsable. Ils ne nous ont strictement pas laissé le choix que de le censurer. Et sur le fait de le faire avec le nouveau Front populaire, je ne vais pas vous mentir, ça ne nous fait pas plaisir de voter avec la France insoumise nos députés. Ça ne leur a pas fait plaisir, ils se sont bouchés le nez, mais ils l'ont quand même fait. Pourquoi ? Parce que c'était le seul outil démocratique à notre disposition pour faire barrage à ce budget qui aurait fait beaucoup de mal aux Français et à notre économie. Est-ce qu'il avait le choix, Michel Barnier, en fait, de prendre un budget comme ça ? On connaît l'état de la dette française, des finances publiques. Thomas Cazenave, vous avez été ministre délégué aux comptes publics cet été. Je vais vous faire la question à tous les 3, mais est-ce qu'il avait le choix, en fait ? Quand il est arrivé, il a connu la situation. Peut-être qu'elle était plus grave qu'il ne l'imaginait. Est-ce qu'il avait le choix d'avoir un budget aussi sévère ? Il est tombé, Michel Barnier, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour faire des économies. Certains disent l'effort demandé aux retraités est trop important, d'autres l'effort demandé aux entreprises peut-être trop... Donc en fait, ou bien d'autres encore ont fait trop d'économies sur les dépenses de l'État ou les dépenses des collectivités territoriales. En fait, il est tombé tout simplement sur un constat qu'on avait déjà fait par le passé,
C'est qu'il n'y a pas de majorité pour faire des économies et redresser les finances publiques. C'est un exercice difficile qui demande du courage, qui demande de trouver les bons équilibres. Et on a bien vu, Marine Le Pen, tous les jours, elle lui demandait renoncer à la taxe sur l'électricité, renoncer à l'indexation, à la désindexation des pensions de retraite. C'était des milliards d'euros supplémentaires et autant de dégradation de la situation des finances publiques. Mais qui est déjà dégradée depuis un moment, quand Mais même. bien sûr, elle est d'ailleurs dégradée depuis 1974. Donc je veux dire, il n'y a pas de surprise. Pourquoi, depuis un an, vous étiez ministre, la sonnette d'alarme, vous l'avez tirée. Pourquoi, par exemple, Emmanuel Macron n'a pas dit, effectivement, il faut faire un budget plus sévère, parce qu'on va dans le mur. Moi, j'ai été le premier à dire, le budget 2025 sera un budget extrêmement difficile. Extrêmement difficile. J'ai signé un décret d'annulation avec Bruno Le Maire de 10 milliards d'euros, les fameuses coupes budgétaires que tout le monde nous a reprochées, en disant, attention, il faut pouvoir limiter notre déficit public, limiter notre dette. Mais Michel Barnier, il est tombé précisément là-dessus, parce qu'il a mis dans son budget des économies dont les uns les autres ont toujours trouvé à redire. Et je pense, pardon, je vais jusqu'au bout avant de laisser la parole, mais il n'y a pas de budget du coup avant la fin de l'année. Mais il y a quand même une responsabilité immense. C'est que les mêmes causes peuvent produire les mêmes conséquences. Il a dit qu'il y aurait une loi spéciale. Oui, mais la loi spéciale va nous permettre de lever l'impôt. Mais on n'aura toujours pas de budget. Comment on va faire pour doter le pays d'un budget ? Loïc Prud'homme. Oui, je trouve ça assez cocasse que M. Cazenave nous explique, effectivement, nous donne des leçons de rigueur budgétaire quand on voit l'état dans lequel nous avons retrouvé le pays à l'issue de ces quelques mois au ministère des Finances. La question aujourd'hui, et c'est un mensonge de dire qu'il n'y avait pas de majorité pour faire un autre budget que celui de M. Barnier, nous avons ferraillé, proposé des amendements pendant toute cette discussion budgétaire, fait adopter des amendements qui notamment permettaient d'augmenter les recettes de plus de 55 milliards d'euros, en prenant effectivement aux très riches, aux ultra riches et aux grandes entreprises du CAC 40 pour redistribuer à l'ensemble de la population, aux TPE, aux PME. Et donc c'est pour cela que M. Barnier a été contraint, parce qu'il ne voulait absolument pas inverser cette logique qui veut que finalement, pour combler un déficit budgétaire, on va faire les poches des uns, les faire trimer 2 ans de plus à la retraite, alors que nous, c'est tout l'inverse que nous défendons, et pour lequel nous avions trouvé une majorité pour faire voter des amendements qui disaient on va chercher l'argent où il est pour permettre aux gens de partir à la retraite à 60 ans ou à 62 ans, et surtout pour nous permettre de rehausser le niveau du SMIC, d'indexer les retraites comme elles doivent l'être, en fait, pour desserrer l'austérité qui pèse sur l'ensemble des citoyens, alors que des milliards de dividendes sont distribués dans ce pays et que la majorité refuse toujours obstinément, d'une manière idéologique, dogmatique, d'aller revoir cette politique qui est menée aujourd'hui dans le pays, qui est une politique d'inégalité majeure. On va poser la question à Jimmy Bourlieu. Juste, le pays est figé, la situation politique est figée. Emmanuel Macron, le président de la République, a dit jeudi soir lors de son allocution que la dissolution de l'Assemblée nationale de juin, je le cite, n'a pas été comprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à cause de ça qu'on en est là aujourd'hui ? Je pense que c'est Emmanuel Macron lui-même qui n'a pas compris le sens de la dissolution du mois de juin, parce qu'il y a eu un message très clair qui a été envoyé à Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou non, 2/3 des députés de l'Assemblée nationale ne font pas partie de son socle commun. Il est soit obligé de discuter avec le Rassemblement national, soit obligé de discuter avec le Nouveau Front populaire, voire même, dans le meilleur des cas, aux deux. Emmanuel Macron et ses soutiens ont un véritable problème, c'est qu'ils refusent de dialoguer avec les oppositions. On nous présente un budget, on doit le valider comme tel, on ne peut pas l'amender, on ne peut rien Michel Barnier proposer. dit qu'il a parlé à tous les groupes parlementaires, aux oppositions depuis quelques semaines. Je ne suis pas dans le secret des discussions, c'est juste, Michel je répète ce qu'il a dit. Depuis le mois de septembre, nous avons fait connaître nos lignes rouges. Au mois d'octobre, nous lui avons présenté un contre-budget de 57 mesures qui permettaient à la fois de réduire le déficit tel qu'il était prévu et tout en rendant du pouvoir d'achat aux Français. Il était argumenté, il était bien structuré. Même Michel Barnier nous a dit en réunion que c'était un bon travail, mais il a refusé d'en tenir compte. Alors je pense parce qu'il y avait un certain nombre de pressions aussi dans sa majorité, notamment de la part de Gabriel Attal, mais nous lui avons tendu la main. Et même de ces 57 mesures contenues dans le contre-budget, on a accepté de descendre à 4 lignes rouges. C'est-à-dire qu'on a accepté de mettre de côté 90% de nos propositions. Au bout d'un moment, quand on est dans l'opposition, on peut faire beaucoup d'efforts, on peut tendre la main, mais il y a toujours un socle incompressible de nos mesures qui doivent être mises en œuvre. Il a refusé de le faire. Je pense que c'est la grande leçon de morale pour lui, c'est que rien ne peut se faire sans et contre le Rassemblement national. Thomas Cazenave, c'est l'échec d'Emmanuel Macron, cette dissolution, parce qu'on en reparle aujourd'hui. Il en reparle le premier, vous en avez parlé plusieurs fois. 6 mois après, ça n'a rien changé. Le pays est même dans un chaos politique.
Le chaos politique, aujourd'hui, il a été généré quand C'est pas même. à cause de la dissolution. Mais je vais vous dire, ceux qui appuient, j'allais dire, sur le bouton qui décide ou pas la motion de censure, c'est pas le président de la République, d'ailleurs, c'est pas le membre du gouvernement, c'est les députés. Mais je veux répondre au représentant du Rassemblement national qui dit rien ne peut se faire sans le Rassemblement national à l'Assemblée. C'est faux. On l'a vu, oui. C'est faux. Il nous faut une majorité. Le socle commun que nous avions est trop étroit. Il ne permet pas de résister aux forces populistes, de renverser les gouvernements et puis peut-être de faire des efforts. Et donc moi je crois qu'il faut qu'on travaille, nous, avec les forces modérées. C'est le travail, On va en parler la main tendue qui a été notamment proposé au Parti socialiste. Et enfin essayer de bâtir une majorité ou une coalition de modérés pour redonner de la stabilité et répondre à cette instabilité générée, non pas par la dissolution là immédiatement, mais par la motion de censure. Juste avant d'interroger M. Prudhomme, M. Bourlu, vous parlez un peu de l'agitation dans le paysage politique. Le chef de l'État l'a provoqué lui-même. 4 premiers ministres dans la même année 2024. Il va y en avoir un 4e probablement d'ici le 31 décembre. Il y a eu Elisabeth Borne, il y a eu Gabriel Attal, Michel Barnier. Quelque part, il est aussi peut-être à l'origine de l'instabilité politique d'aujourd'hui. Mais on a une représentation nationale qui n'offre bien avant, au début d'année. Oui, rien ne l'oblige à changer de gouvernement au mois de janvier. En 2022, non plus. À l'issue des urnes, ce sont les Français qui ont choisi cette Assemblée nationale. Oui, mais avant. Ils ont choisi une Assemblée. Au printemps. Non, mais ils ont choisi une Assemblée qui n'offre pas de majorité absolue. C'est comme ça, il faut l'entendre. À nous de travailler différemment, des gens d'horizons différents, mais clairs sur le fait qu'effectivement, on ne transige pas et on ne travaille pas avec le Rassemblement national ou bien la France insoumise. Enfin, moi, c'est ma ligne de conduite. Et j'ai d'ailleurs été élu par mes électeurs à Bordeaux, au Bouscat à Bruges, avec ce mandat-là. Et il y a un espace à l'Assemblée où on peut travailler, qui va du Parti socialiste à la droite républicaine, à minima, pour donner de la stabilité au pays. La France insoumise, mais pas le Parti socialiste, appelle au départ du chef de l'État, à sa démission. Loïc Prudhomme, c'est la solution pour le pays aujourd'hui ? Bon, alors il ne va pas partir, il a dit non jeudi soir encore lors de son allocution. Non, mais avant de parler de ça, c'est juste revenir sur les propos de M. Cazenave qui, à l'image de Emmanuel Macron hier, ces derniers jours, a dit en fait rien n'est notre faute. En fait, la faute, c'est les oppositions qui votent. En fait, c'est jamais de leur faute. Ils sont responsables de rien. Ils sont au gouvernement depuis 7 ans, mais c'est toujours la faute des oppositions. Moi, je suis pas au gouvernement, j'ai pas été au pouvoir. Voter, hein. Et moi, je vote en mon âme et conscience sur un programme, effectivement, qui est celui de la redistribution et de la réduction des inégalités. Donc, arrêtez de nous mettre tout sur le dos quand vous êtes les uniques responsables de la situation politique. La question maintenant qui se pose, effectivement, parce que vous êtes responsable de ce chaos institutionnel et politique, parce que vous l'avez créé, c'est comment on en sort, et est-ce que la démission d'Emmanuel Macron peut être une solution ? Ça peut en être une, mais ça n'est pas forcément la seule. Moi, je suis, depuis le mois d'août, un partisan aussi de dire Emmanuel Macron a usé la Ve République, il a usé de cette hyper-présidentialisation jusqu'à l'extrême, pour dire il faut qu'on sorte de ça maintenant. Il faut qu'on aille sur une 6e République avec effectivement de la proportionnelle, un mandat plus direct aussi et des comptes qui sont rendus plus directement entre les élus et ceux qui leur donnent mandat pour sortir de cette impasse. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, une fois qu'on a regardé l'Assemblée nationale telle qu'elle est, et je pense que vos téléspectateurs doivent comprendre ça, et dans la mesure où ça ne peut pas bouger, le seul point de blocage aujourd'hui qui reste pour changer de politique, puisqu'on voit que c'est quand même dogmatique, le président l'a encore dit, non, tout va bien, c'est de la faute des autres, je vais continuer la même politique, qui est rejetée majoritairement. Donc il faut qu'il parte pour qu'on puisse... Voilà, c'est le projet de la France insoumise. Juste, Jérémy Bourlieu, sur cette question, le Rassemblement national est d'accord avec la France insoumise. Il faut qu'Emmanuel Macron parte avant la fin du quinquennat. Nous, contrairement à la France insoumise, nous l'appelons pas à démissionner. Emmanuel Macron est le seul juge sur cette question. Il le fera en âme et conscience. Une chose est certaine, en tout cas, Emmanuel Macron, c'est le dénominateur commun de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Que ce soit le chaos budgétaire, que ce soit le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique, le chaos social. Les Jeux Olympiques, Notre-Dame, la réduction du chômage dans notre pays, la réindustrialisation. Non, le chômage, il est en train de repartir. Il est en train de repartir. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Réindustrialisation, je pense qu'en ce moment, il faut peut-être un peu de modestie sur les artisans du chaos. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Terminé, Jérémy Bourlieu, parce qu'on va passer très vite à la deuxième partie. Si vous avez plus de 60% des Français qui veulent qu'Emmanuel Macron parte, il faudrait peut-être vous demander pourquoi. Voilà, c'est ça votre projet. J'aimerais quand même revenir sur un point. Terminer votre phrase, quand le temps file, on va passer à la deuxième partie de l'émission, mais allez-y, terminez votre phrase. Moi, j'aimerais revenir sur un point. On nous dit que le chaos institutionnel vient de la dissolution. Ça ne vient pas de la dissolution, ça vient des accords du second tour entre vous deux. Je tiens à rappeler qu'il y a eu 210 circonscriptions où la LFI a retiré ses candidats. Le fameux Front républicain. Le Front anti-républicain, en l'occurrence.
la LFI qui a retiré ses... xénophobie. Oui. Le Front républicain, soi-disant. Donc la Terminez, LFI qui monsieur Beaulieu, retire s'il ses vous plaît, on va candidats pour enchaîner. vous qui avez retiré ses candidats pour lui, je tiens à rappeler que si vous n'aviez pas fait ça, cette petite alliance de la honte, il y aurait aujourd'hui 300 députés Rassemblement National, il y aurait une majorité pour gouverner la France et il y aurait un budget. On va enchaîner, juste de les répondre, on va enchaîner sur dès Oui. qu'on parle des conséquences où les transitions sont toutes faites dans la deuxième partie de ce dimanche en politique sur les conséquences de cette censure du gouvernement. Alors, à l'heure où nous enregistrons et au jour, ce vendredi après-midi, il n'y a pas encore de Premier ministre et donc pas de gouvernement. Au-delà des noms qui circulent, François Bayrou, François Barouin peut-être, quelqu'un de gauche, c'est moins sûr visiblement, parce que Emmanuel Macron n'a pas digéré, en tout cas, ce qui est le Parti socialiste, que le Parti socialiste ait voté la motion de censure. Quel que soit, j'ai envie de vous dire, le nom du Premier ministre, Thomas Cazenave, et le gouvernement, quelle feuille de route en fait ? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas ? Il n'y aura pas de dissolution avant l'été, c'est sûr, de l'Assemblée nationale. Donc qu'est-ce que peut faire un nouveau gouvernement pendant au minimum 6 mois ? Mais d'abord, la priorité, c'est de nous sortir de l'ornière dans laquelle Vous le avez nouveau mis Front populaire et le Rassemblement national, j'insiste, vous avez décidé de voter la censure. Et donc, vous avez décidé de Mais nous comment on en jeter sort ? oui, mais dans l'inconnu sans savoir ce que vous pouviez faire après. Donc, ce qu'il faut faire maintenant pour réparer cette situation, c'est d'avoir de la stabilité. Et donc, un accord politique avec les forces de gouvernement modérées. Je mets naturellement le Parti socialiste dedans, la droite républicaine, le socle commun qu'on avait bâti, pour au moins donner de la stabilité à notre pays. Avec Donc, plusieurs choses très concrètes. Vous voulez faire sortir le Parti socialiste, nous, au Front populaire en fait ? Cette stabilité se fera nécessairement avec le Parti socialiste. Sinon, nous avons un socle Je croyais que commun, ça se faisait avec M. un Barnier à socle, 4%. un socle commun qui n'est pas assez large. Vous le savez très bien, c'est ce qui vous a permis de renverser le gouvernement en appuyant sur le bouton. Bon, maintenant, il faut un budget. Ça, c'est l'urgence en fait. hein. L'urgence est un Pour les budget. Français qui nous Ben oui, écoutent parce aussi, que les on Aquitains, c'est devait- quand même l'urgence. On en fait, devait hein. prendre des mesures à destination des agriculteurs. On doit continuer C'est pas à vrai. renforcer notre défense nationale avec la loi de programmation militaire. On doit protéger les Français des hausses automatiques d'impôts qui auront lieu Il y aura s'il la n'y a loi pas. spéciale en fait. Mais dans la loi spéciale, vous ne pouvez pas toucher au barème de l'impôt Ça sur a le été fait en revenu, y 1979, compris, je le dis, monsieur. Non, je- mais le je- projet ça a y été fait en compris- L'un après l'autre, s'il vous Non, plaît, oui, qu'on parce comprenne qu'on bien. s'est- L'un on après s'est l'autre. respecté jusque-là. Terminez, et monsieur moi, j'y Cazenave, suis et l'un très après l'autre attaché. là-dessus. Je vais compléter. Y compris le président de la commission des finances, Éric Coquerel, l'a reconnu. On ne pourra pas le mettre dans une loi spéciale. Il nous faut donc un budget. Et de toute manière, un pays ne peut pas fonctionner dans un budget. Donc comment, et je vois bien que la France insoumise censurera, quel que soit le budget qui Non, sera si c'est le présenté, nôtre, non. le Rassemblement national, on verra officiellement, oui, de toute manière, vous avez tout censuré depuis le début de Terminez, votre s'il vous plaît, monsieur Cazenave, mandature. qu'on pose la question Donc aux là, autres invités aussi. Il faut là-dessus. quand même qu'avec les modérés, on se mette d'accord sur un accord de non-censure à minima. J'ai vu le Parti socialiste qui est prêt à se détacher de la France insoumise pour faire cela. Dans les déclarations, a Eh bien, priori, hein. moi, je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle. Loïc Prudhomme, C'est un moment de responsabilité. Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de Gironde. Oui, non, mais c'est assez fou qu'en fait, après avoir mis le chaos, on nous demande de la stabilité pour reconduire les mêmes politiques. Pourtant. Et en fait, c'est pas ça la demande populaire massive. C'est effectivement, il y aura un projet de loi de finances rectificative qui sera mis au débat en janvier et qui permettra d'ajuster effectivement la demande des Français, la demande populaire, parce que quand même dans votre budget hyper austéritaire que nous avons réussi à repousser, vous vouliez désindexer les retraites, vous vouliez fermer des lits d'hôpitaux, vous vouliez dérembourser un certain nombre de médicaments, etc., etc. Donc ne me dites pas que c'est au service des Français, c'était au service de quelques-uns. Donc il y aura une majorité à voter un projet de loi de finances rectificative s'il est effectivement dans le sens... Et sinon, sinon, Voilà. les- non, ce que j'allais vous dire, parce que là aujourd'hui, alors, bien évidemment, il y a la bataille politique, mais les pardon, Français sont mais- inquiets, les Aquitains, bien évidemment, sur la France Non, mais sont il y aura- inquiets. Ah oui. Comment on leur répond aujourd'hui en fait ? eh ben, en gros, Qu'est-ce qu'on leur dit ? Les gens se disent, est-ce que les impôts vont augmenter ? Est-ce que les retraites Alors sont les renversées ? impôts, Est-ce que il y les aura donc agriculteurs un n'auront projet pas de loi de les aides ? finances rectificative qui permettra Faut être clair aujourd'hui. d'indexer les Mais tranches il faut d'impôts. pouvoir le voter, monsieur Monsieur Prudhomme. Cazenave, Mais laissez on juste faut monsieur pouvoir le Prudhomme voter. terminer, après vous Et, répondrez. et mais par Monsieur ailleurs, Beaulieu aussi, je voudrais on a un peu de temps par interroger rapport à ça, là-dessus. parce que tous les gens qui vous regardent savent bien que ça sert à rien de nous prédire des pluies de criquets et l'hiver nucléaire, alors que les impôts, nous faisons nos déclarations plutôt au mois de mai ou juin, et qu'on a bien le temps effectivement de réindexer les tranches d'impôts sur l'inflation pour que personne n'y perde un euro. Donc ça, il n'y a pas d'urgence absolue, et ça sera fait dans un projet de loi de finances rectificative, et il va Il falloir doit aussi- être adopté. et qui doit être adopté. Donc il va falloir aussi que le gouvernement entende qu'il y a une opposition de gauche dans ce pays qui demande des mesures de justice fiscale, de justice sociale, de justice environnementale. Et vous ne pouvez pas être minoritaire à exiger Jérémy l'austérité Beaulieu sur ces questions. pour la grande Terminez, majorité monsieur des Prudhomme, Français. après- Minoritaire. Juste après, monsieur Cazenave, monsieur Beaulieu, terminez. Allez-y sur ces questions sur lesquelles vous voulez réagir. Allez-y. Oui. Effectivement, peu importe qui sera le futur Premier ministre,
Le vrai sujet, ce sera sa méthode qu'il va employer vis-à-vis du Rassemblement national. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir tirer les leçons de l'échec de M. Barnier. Nous vous le disons très clairement, on ne censurera pas a priori le futur gouvernement. On va lui laisser l'occasion, et ça c'est la grande différence avec vous, on va lui laisser l'occasion de faire ses preuves et de montrer qu'ils ont retenu les conséquences de leurs échecs. Ça va être très simple, le nouveau Premier ministre va nommer un nouveau gouvernement. Peut-être François Bayrou, le maire de Pau, peut-être François Bayrou. Un Premier ministre de gauche. Non, ça c'est idéal pour personne. Aux élections de juillet. Ça sera compliqué peut-être, visiblement, vu les Je déclarations. vous rappellerai que les élections de juillet, c'est le Rassemblement national national qui a obtenu le plus de voix avec 11 millions d'électeurs, 4 millions de plus que vous. Terminez d'abord là-dessus, M. Bourlieu, s'il vous plaît. 4 millions de plus que vous, on en a fait 11 millions, vous en avez fait 7 millions. Il faut faire un peu de calcul. Jimmy Bourlieu, allez-y. Oui, il va y avoir de nouvelles discussions budgétaires. Le gouvernement devra venir discuter avec le Rassemblement national. Il n'en aura pas le choix. Et là, cette fois, il devra tenir compte de nos lignes rouges. Nos lignes rouges, on les a dit. Pas de désindexation des retraites, ça représente 0,5% du budget, je le rappelle. Pas de déremboursement des médicaments, pas de taxe sur l'électricité. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit des demandes qui soient extraordinaires. Ce n'est pas la mer à boire. Et là, ça va être à eux de démontrer qu'ils sont en capacité de répondre à la demande à la fois des élus du Rassemblement national, mais surtout de nos 11 millions d'électeurs. Nous, ce que nous Qu'est-ce que demandons... vous répondez à l'inquiétude justement des Français aujourd'hui? Parce qu'il y a la bataille politicienne, il y a le gouvernement qui tombe, mais il y a l'inquiétude des Français en général, pour leur quotidien, pour leur économie, pour leur santé, pour tout ça. Vous, les partis politiques, j'ai envie de vous dire, posez la question à tous les trois, il y a une défiance de toute façon générale vis-à-vis des partis, pas forcément de votre action individuelle. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? On est capable de répondre à vos attentes, quel que soit le bord politique, quel que soit l'attente. Des Français, c'est qu'ils ont on est capable aujourd'hui été... de rassurer ces Français qui sont inquiets. Oui, depuis 3 ou 4 jours, ils ont surtout été intoxiqués par un projet peur. Donc celui qui a été distillé par les macronistes. Je tiens quand même à dire que même Emmanuel Macron, lors de son allocution, a dit que ce grand discours sur la catastrophe qui allait arriver était du grand n'importe quoi. Le soleil s'est levé, il n'y a pas de pluie de sauterelles, il n'y a pas de rivière de sang, les retraites continueront d'être versées, les cartes vitales continuent de marcher, les fonctionnaires continueront d'être payés. La seule chose qui va se passer, c'est que le gouvernement va être obligé de discuter avec ses oppositions. Et c'est là, je pense, qui est l'enjeu majeur. C'est à vous, en réalité. Comment la balle, elle est dans votre camp. C'est à vous de démontrer que vous avez compris. Comment on fait, vu l'état des forces politiques? Pour répondre. Et puis après, on va poser la question à M. Prudhomme. Oui, parce que... S'il vous plaît. Il y a un certain nombre de lignes rouges que vous avez annoncées qui coûtent des milliards d'euros. Mais en face, mais vous avez raison, financées. Je vous donne un exemple. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à tomber d'accord aussi d'une certaine manière. Vous dites quoi? On va réduire, voire couper le financement de l'Union européenne, notre contribution au budget de l'Union européenne. On dit ça, par exemple, c'est pas possible. Mis dans nos lignes rouges. C'est des fausses économies. C'est des fausses économies. On l'a pas mis dans nos lignes rouges. Ce qu'on doit trouver, je vais le dire aussi à M. Prudhomme, c'est un peu de compromis. Il me parle toujours la taxation des riches, justice fiscale. On va en reparler alors du coup. Michel Barnier est arrivé avec 2 propositions importantes dans son budget qui a été censuré et du coup qui ne vont pas s'appliquer. Taxation des plus riches. Taxation des plus riches. Taxation des grands groupes. 8 milliards d'euros sur les grands groupes. Et résultat, comme vous avez fait... Ouais, non mais attendez, ça s'appelle, Monsieur Prudhomme, le compromis. Vous vous dites, mon projet, tout mon projet. Et du coup, ce qui est le paradoxe, allez-y, terminez, c'est qu'on va, avec la loi spéciale, reproduire les impôts de l'année dernière. Et vous allez vous priver de 2 mesures de justice fiscale qui étaient dans le projet qui vous était présenté, de taxation des grands groupes et de taxation des plus riches. Et donc vous avez préféré, parce que le sujet, c'est pas le budget. Le sujet, c'est l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon souhaite prendre sa revanche et sème le chaos pour aller à une présidentielle qui n'arrivera pas. Non, en fait, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Je pense que M. Cazenave en a besoin de répétition. C'est qu'on avait, nous, sur le budget, mais M. Cazenave, vous faites semblant de ne pas comprendre. Mais on avait voté un budget, que vous avez rejeté par 49.3, où il y avait 55 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Donc ne me faites pas le coup de vous refuser la taxation des grands groupes, etc., et des grandes fortunes. Vous avez amoindri les mesures qui étaient dans ce budget que nous avions fait adopter. Les amendements étaient votés à l'Assemblée nationale, nous étions majoritaires. Le budget n'a pas été donc nous avions les moyens de faire autrement, mais c'est toujours une question d'idéologie et de dire, finalement, vous êtes un peu Margaret Thatcher en veste de blazer. C'est qu'il n'y a pas d'alternative à part vous. 58% de dépenses publiques, je pense qu'on n'est pas c'est ça qui est impressionnant, et puis c'est jamais de votre faute. Après, sur les mesures effectivement qui demanderaient de la stabilité et du consensus, alors moi j'entends 70% des Français qui disent on est contre la réforme des retraites et les retraites à 64 ans. Vous vous êtes appliqué méthodiquement à empêcher qu'il y ait un vote
au 28 novembre sur cette question-là, faisant fi même de la volonté populaire. Donc, moi j'attends effectivement, si demain il y a un Premier ministre plutôt de gauche qui est nommé à Matignon, qu'on mette cette question. Est-ce que vous y croyez franchement, Loïc Prudhomme, que le chef de l'État va nommer la semaine prochaine, a priori peut-être, un Premier ministre de gauche? Est-ce qu'il va le faire? Je sais que vous le souhaitez, mais est-ce qu'il va le faire réellement? Voilà, moi je ne suis pas dans la croyance, je suis dans le souhait, je suis dans la bataille politique. Moi, ma bataille politique et le mandat que j'ai de mes électeurs, c'est de faire en sorte qu'on ait un gouvernement qui applique les mesures pour lesquelles j'ai été élu. Celle, je le redis, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et donc, vous parliez de compromis, mais j'attends que le prochain gouvernement applique enfin l'abrogation de la réforme des retraites, qui est demandée par 90% des salariés, 70% des Français. Alors, si vous voulez continuer à gouverner en disant c'est jamais de votre faute et contre la majorité du peuple français, continuez, mais les mêmes effets. Vous n'avez pas une voix majoritaire, M. Prudhomme. Mais les mêmes vous effets. Êtes minoritaire à l'Assemblée. 70% sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais ça va changer, Monsieur Cazenave, ça va changer un jour ou l'autre, et nécessairement, si vous continuez à conduire les mêmes politiques. Avant l'été, il y aura pas, on le rappelle. Si vous continuez à mener de l'Assemblée nationale avant l'été au minimum. Monsieur Cazenave, si vous continuez à mener les mêmes politiques, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous serez censuré parce que ça ne répond pas aux besoins du pays aujourd'hui. Et finalement, il n'y aura que des élections qui pourront dénouer cette affaire-là. Et c'est pas la question d'un casting d'une personne qui fera la politique de Michel Barnier bis. Ça ne changera rien. Ça changera rien. Sauf si c'est de gauche, j'ai bien compris. Ça changera rien à la situation du pays. Il faut être clair. Il ne faut pas raconter des carabistouilles aux Français et à vos téléspectateurs. Si la politique ne change pas, eh bien, effectivement, ça ne pourra pas bouger et le blocage restera tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement minoritaire, on a eu un Premier ministre qui représentait 5% de la population, et donc forcément, ça ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Très loin du compromis, donc, Monsieur Prudhomme. Ça sera, vous le refusez. Très loin du compromis. Ça sera presque le mot de la fin, très loin du compromis. On verra la semaine prochaine, a priori, pour de nouvelles aventures pour le gouvernement de ce pays. Merci beaucoup, Jimmy Bourlieu. Vous êtes membre du Conseil national du Rassemblement national, délégué départemental à Gironde. En Gironde, notre venu sur le plateau aujourd'hui, Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de Gironde, Thomas Cazenave, député Ensemble pour la République de Gironde également. La semaine prochaine, l'invité sera Iñaki Echaniz, le député socialiste des Pyrénées-Atlantiques, où il sera évidemment encore question du gouvernement, mais aussi de son mandat de député. Passez une belle journée sur notre antenne. Merci de nous avoir suivis.